Alors voilà, il nous fallait le jingle pour commencer, sinon voilà, c'était interdit de commencer avant et de toute façon on n'avait pas de micro. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Ariel Gomez, rédacteur en chef de Smart City Magazine. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde sur le thème de la ville intelligente du futur. Je voulais en premier lieu remercier le maire Denis Thuriot de nous avoir conviés à animer cette table ronde. Déjà l'intitulé, on dit dans quelle ville intelligente allons-nous vivre demain. Donc ça suppose que la ville de demain sera intelligente, c'est une bonne chose. On va s'attacher à essayer de définir cette notion d'intelligence aussi. Ce terme n'est pas toujours partagé et accepté en tant que tel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter deux éléments de contexte qui sont à prendre en compte dans la réflexion de cette ville du futur. Le premier, c'est le défi démographique. Aujourd'hui, un peu plus d'un habitant sur deux de la Terre, donc on est 7,7 milliards, vit dans des villes. Dans 30 ans, en 2050, il y aura sur Terre 9,7 milliards d'habitants et 70% vivront dans les villes. Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, on aura chaque année 80 millions d'habitants de plus dans les villes, c'est-à-dire à peu près la population de l'Allemagne. Le second élément de contexte, c'est le défi du réchauffement climatique. On sait déjà que l'objectif de l'accord de Paris, de limiter la hausse des températures moyennes annuelles à 1,5 degré en 2100, est hors d'atteinte. On sait que l'objectif de 2 degrés pourrait être atteint, mais ça va être extrêmement difficile. Le dernier rapport global du GIEC, qui est le groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui réunit 3000 scientifiques venant de tous les pays du monde, nous plaçait dans une trajectoire de 4,8 degrés de plus en moyenne en 2100. Les toutes dernières études, les tout derniers travaux d'un groupe composé d'une centaine de chercheurs français issus du CNRS, de Météo France et du CEA, qui sont en train de préparer le rapport du GIEC 2021-2022, nous annonce dans les pires scénarios une possibilité d'arriver à 6,5 voire à 7 degrés. Alors, si ce dernier scénario se réalise, le défi démographique se résoudrait de lui-même, parce qu'une Terre à plus 7 degrés ne pourrait faire vivre qu'1 milliard d'habitants dans le meilleur des cas. Mais bon, je ne veux pas casser l'ambiance avec des prévisions extrêmement négative, mais pourquoi je fais ce lien entre démographie, réchauffement climatique et ville? Parce que tout simplement, les villes génèrent une partie très importante de la pollution. Déjà aujourd'hui, quand elles seront beaucoup plus peuplées, quand on aura 7 habitants sur 10 au lieu de 5 sur 10 dans les villes, le problème sera très aigu. Les villes sont une partie du problème, mais elles sont aussi une partie de la solution si justement elles deviennent un petit peu intelligentes. Alors, dans quelle ville du futur nous allons vivre demain? Pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse, nous avons un super plateau cet après-midi. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Jeanne Carré-Duboc, qui est la responsable du programme Smart City à la Banque des Territoires à la Caisse des Dépôts. Donc c'est une direction récente de la Caisse des Dépôts qui regroupe les activités sur le territoire. Et nous allons voir comment la ville de demain se prépare aussi aujourd'hui. Muriel Toiti, qui est directrice générale de Technion France, qui est la représentation française de l'université du Technion, Institut technologique d'Israël à Haïfa, que vous avez pu voir ce matin probablement dans le rôle d'animatrice et non pas de speaker. Delphine Voussen, qui est directrice Smart Territories de Orange, donc opérateur bien connu qui déploie la fibre, la 4G. D'ailleurs, je ne sais pas où on en est à Nevers, dans la fibre, la 4G, parce que le réseau, c'est important, c'est la base de toute ville intelligente. Et Joël Deroné, je dirais presque qu'on ne le présente plus, mais on va présenter quand même Joël Deroné, scientifique, il est biologiste, il est prospectiviste, il est conférencier, il est écrivain, docteur et sciences, conseiller du président d'Univers Sciences, qui regroupe la Cité des sciences de l'industrie et le Palais de la Découverte. Il est également président de Biotics International. Il est ancien chercheur au MIT et enseignant au MIT.
Il est également l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques qui sont destinés à un large public, dont le dernier paru en 2008 s'intitule « La symphonie du vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie ». Je ne me trompe pas, Joël, c'est bien ça. Bien. Alors, peut-être une première question, Joël Doronet. Je voudrais vous demander, avant de faire appel à vos lumières de scientifiques, quel est votre sentiment par rapport à ces défis majeurs auxquels nous allons faire face? Êtes-vous optimiste par rapport à cela? Alors, je ne suis pas optimiste, je suis positif, ce qui n'est pas pareil. Quand on est optimiste ou pessimiste, on s'enferme dans une bulle et on se défend. On se défend d'être pessimiste, on se défend d'être optimiste. Quand on est positif, ça se fait en marchant, comme le surf. Quand on est positif, on construit quand on voit des difficultés et on essaye de construire avec les autres. Donc moi, je ne suis pas optimiste pour le futur, je suis positif. J'essaye de voir les risques et les dangers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les éviter? Alors, on entend, je l'ai dit à l'introduction, le concept de Smart City, de ville intelligente est parfois décrié. On a parlé tout à l'heure, vous me disiez non, la ville intelligente, enfin, on met du smart partout, c'est pas tout à fait correct de le faire comme ça. Donc, on décrit le concept de ville intelligente parce qu'il incarnerait une vision purement technologique de la ville, alors qu'on voit aussi très clairement se dessiner une vision dans laquelle la Smart City se définit par son utilité sociétale, c'est-à-dire par ce à quoi elle sert à ses habitants. Est-ce que pour vous, cette ville intelligente de futur sera déjà plus démocratique? Est-ce qu'elle impliquera davantage ses habitants dans sa gestion? On ne sait pas si elle sera plus démocratique, mais déjà ce qu'on peut faire, c'est récuser le terme ville intelligente et expliquer pourquoi. Le smart, on le colle à toutes les sauces, du téléphone à la voiture, en parlant des bureaux. Smart, ça veut dire quoi? Ça veut dire interactif, proactif, en temps réel. Ces trois mots simples sont plus courts de dire smart. Mais c'est ça que ça veut dire. Si la ville est interactive avec ses habitants, proactive en leur proposant des choses, et en temps réel, on peut dire qu'elle est intelligente. Mais enfin, c'est un terme un petit peu trop galvaudé. Alors, est-ce que la démocratie du futur va bénéficier de ça? Moi, je l'ai cru dans mon livre « La révolte du pronétariat », les pronétaires étant ceux qui sont sûrs et pour le net. En 2005, j'avais écrit que le futur des réseaux sociaux allait être une des bases possibles de la démocratie participative du futur. Maintenant, j'ai déchanté. Je trouve que les réseaux sociaux se sont copiés eux-mêmes et ont dérivé vers une forme de fake news, de contestation permanente, de non-partage, d'égoïsme. Donc, je suis devenu assez opposé à la forme qu'ont prise les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais la démocratie participative dont vous parlez, elle est toujours potentiellement dans la possibilité des interactions liées au numérique et au digital. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive, l'intelligence que j'appelle auxiliaire va nous permettre de recréer de la pertinence dans le big data qui nous submerge pour le moment. La question des réseaux sociaux, je pense que votre première approche était peut-être une vision de ce qui s'est passé pendant ce qu'on appelait les printemps arabes, où là, effectivement, ça a été un outil de mobilisation. Beaucoup plus récemment, on a vu que le mouvement des Gilets jaunes, qui est encore en cours, fonctionne beaucoup de la même manière, beaucoup par les réseaux sociaux. Est-ce que beaucoup de choses ont changé dans l'utilisation des réseaux sociaux entre ces deux mouvements? Oui, je pense que c'est lié au fait que dans Facebook, il y a 1,5 milliard de personnes qui est devenue une véritable institution. Dans Facebook, il y a des sous-groupes. Ces sous-groupes ont une grosse influence. La grande question, c'est qui crée ces sous-groupes? D'où ils viennent? Et vraiment, il faut savoir qu'est-ce qui essaie d'influencer Facebook en général par des sous-groupes créés. Par exemple, on sait que l'influence des Russes dans certaines élections et dans certaines manifestations, c'est faite par la création de sous-groupes sur Facebook. Donc la question, c'est qui crée les sous-groupes, mais le fait que ça ait une influence considérable, ça en aura de plus en plus. Et je pense qu'il faut qu'en tant que citoyens, nous nous responsabilisions par ce que j'appelle la co-régulation citoyenne. La co-régulation citoyenne, c'est d'être capable d'utiliser les mêmes outils que les perturbateurs, mais pour nous mettre ensemble, pour essayer de faire des choses qui donnent des objectifs et du sens et la liberté humaine.
Vaste débat, on ne va pas le creuser beaucoup plus loin parce qu'on a quand même pas mal de sujets liés à la ville qui nous intéressent. Mais je voudrais quand même demander à Jeanne Carès-Debock, donc ce qu'on a pu voir dans le mal-être des villes moyennes récemment, qui s'est en partie cristallisé à travers le mouvement des Gilets jaunes dont je parlais, c'est aussi la dénonciation d'un manque d'écoute et peut-être d'une demande qui n'était pas toujours formulée comme telle, de prise en compte des besoins des gens. Alors, est-ce que la ville intelligente que vous accompagnez, donc vous, Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, est-elle plus ouverte au dialogue et à la concertation citoyenne ? Oui, bonjour à tous. Oui, complètement. Complètement, d'ailleurs, la relation citoyenne est devenue un axe stratégique de la Banque des Territoires. On a mené une enquête avec, c'est l'Institut Psoco et le cabinet Chronos, ont mené une enquête en fin 2017 auprès de 4000 personnes sur les usages émergents de la ville. Et alors, il y a un résultat qui m'a assez interpellée. Vous disiez en introduction, Ariel, que de plus en plus de personnes vivent dans les villes et que ça va être la tendance. Et alors, dans cette enquête, les 4000 personnes, 82% des personnes interrogées disent qu'elles aimeraient vivre dans un village. 82%. J'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Et on a vu dans cette enquête un rejet de la ville connectée. Bon, alors après, ils avaient posé la question comme ça. Vous préférez la ville nature ou ville connectée ? Forcément, bon, on penche un peu. Mais quand même, on a vu dans les verbatims que la dimension, que la ville idéale, c'était une dimension humaine, une recherche de convivialité, de lien. En revanche, attention, pas de sacrifice sur les services, une vraie volonté de service à proximité. Donc, ce qui est un peu la quadrature du cercle. Du coup, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de concilier la quête de cette ville à taille humaine avec les aspirations à une densité de services. Dans cette même enquête, on a demandé si les citoyens participaient aux décisions de leur commune. 25% ont dit oui, et on leur a demandé s'ils aimeraient davantage participer. Comme ça va ? Et 75% ont dit oui. Et pour nous, vraiment, la ville de demain place l'humain au cœur de l'urbain. Notre conviction, c'est que avant, on valorisait les maires gestionnaires, les maires bâtisseurs. Demain, on valorisera les maires qui dialoguent avec leurs citoyens. Mais c'est pas évident de renouveler ces formes de dialogue. Aujourd'hui, sur le marché, on voit qu'il y a un vrai renouvellement qui se fait, ça bouge beaucoup. On a identifié, aujourd'hui, il y a de nombreux outils numériques qui peuvent accompagner les collectivités locales dans leur concertation. On a recensé 200 collectivités qui s'équipent de ces outils pour compléter leurs outils classiques. Et on a recensé 80 entreprises qui travaillent sur ces sujets. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas si facile de renouveler le dialogue avec le citoyen, de passer de la réunion de quartier à d'autres modes de communication, de compléter. Et du coup, nous, on souhaite accompagner les collectivités sur ce sujet. Par exemple, on va sortir un service de partage d'expérience sur ces démarches de concertation citoyenne. Delphine Vouzen, je disais tout à l'heure Orange, qui déploie la fibre, la 4G, les réseaux de base sans lesquels on ne peut pas faire une ville connectée. Alors comment la ville devient-elle intelligente et quelle est la place qu'un opérateur tel qu'Orange prend dans cette transformation ? Alors, peut-être en introduction, la ville concentre vraiment beaucoup d'enjeux, que ce soit les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, les enjeux écologiques, les enjeux économiques. Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu important. Et finalement, pour les villes, les technologies de l'information et de la communication doivent être simplement un outil pour aller vers une optimisation de la gestion urbaine, un outil pour aller vers plus d'interactivité, vous le disiez vous-même, avec les citoyens, un outil pour mettre en valeur leurs atouts, pour développer leur attractivité. Et c'est bien l'enjeu que de se saisir de cette opportunité, ni plus ni moins. Et nous, Orange, par rapport au sujet ou à la démarche de la ville intelligente, bien sûr, on pense que le maire doit d'abord, avant tout, incarner une vision, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est plébiscité par ses citoyens pour développer ce type de service. Et on va être, nous, plutôt le partenaire digital des villes et des collectivités. D'abord au niveau des réseaux, vous l'avez dit, la 4G, demain la 5G, la fibre, des réseaux dédiés à l'Internet des objets. Donc premier développement pour nous, Orange, en tant qu'investissement aussi. Et puis ensuite, on va accompagner aussi les villes sur le développement de services digitaux, d'applications citoyennes,
d'outils qui permettent, grâce à la donnée, le diagnostic des territoires. Et là, c'est au travers plutôt de notre expertise digitale et data, ou alors aussi sur des sujets de sécurité, parce qu'à partir du moment où on dit qu'on va développer et optimiser l'infrastructure urbaine, eh bien, ça veut dire mettre des capteurs, ça veut dire interagir avec des systèmes d'information, ça veut dire ouvrir les données, ça veut dire faire en sorte que les systèmes entre eux se parlent. Et ça, c'est aussi il y a un enjeu aussi, bien sûr, d'intégration et de cyberdéfense, cybersécurité de ces sujets-là. Donc c'est à la fois sur les réseaux, mais aussi en intégrateur de services numériques, digital, data, intégration, cyberdéfense, qu'on accompagne les villes. Et cette notion de ville intelligente et le bonheur de demain vu par les citoyens, on a fait aussi des études qui peuvent interpeller, où c'est à la fois sécurité et liberté. Et ces deux mots réunis ensemble sont essentiels et pas si simples. Joël Dornay, vous voulez réagir Je réagis surtout en prolongeant ce que vous avez dit, très intéressant. À la Cité des Sciences, il y a 2 ans, on a créé dans notre forum Changer d'air, qu'on fait chaque année, le thème de au-delà du numérique, retour à l'humain. Et je pense que cette notion est fondamentale, c'est que malgré la technologie du digital dans la ville intelligente, l'important c'est de créer du lien et de donner du sens. Créer du lien pour que les gens puissent partager et donner du sens pour que les gens savent à quoi sert leur existence dans leur travail, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie de loisirs. Donc donner du lien, créer du sens, si ces deux éléments-là sont les résultats de la ville intelligente, ben ça c'est gagné pour le futur. En clair, rangez un peu vos smartphones et rencontrez-vous, parlez-vous un petit peu. Je dis ça pour les jeunes du premier rang surtout. Hein. Je sais que les enfants de vos âges et on passe beaucoup de temps sur le smartphone, donc voilà, il faut se voir, se parler aussi. Alors, Jeanne Carré-Devoux, je reviens vers vous. Donc, vous êtes la Caisse des Ponts accompagne aussi le déploiement du très haut débit, mais quels autres leviers, de quels leviers disposez-vous pour agir sur la ville d'aujourd'hui comme de demain ? Alors, acteur historique de la ville, la Banque des Territoires a choisi de se positionner pour accompagner les territoires dans la construction de la ville de demain. On a 3 leviers d'intervention qui sont le conseil, on accompagne les territoires, le financement et puis l'expérimentation. Alors, en 2 mots, le financement, ça c'est un peu notre cœur de métier classique. Sur l'aménagement numérique du territoire dont vous parliez, on investit en fonds propres et on effectue des prêts aux collectivités locales sur le très haut débit. 600 millions d'euros en fonds propres et pareil de prêts depuis 2005. Et puis on investit dans des projets innovants et on investit dans des start-up, dans des entreprises qui servent l'intérêt général, les politiques publiques, et qui peuvent proposer aux collectivités locales des solutions sur des marchés qui sont encore peu matures. Par exemple, on a investi dans l'entreprise Cap Collectif, qui propose des outils numériques de participation citoyenne, dans Clem, qui fait de la mobilité en milieu périurbain, etc. Et puis, sur le conseil, l'expérimentation, là aujourd'hui, on est à Nevers, qui fait partie du programme des villes retenu dans le cadre du programme d'Action Cœur de Ville, qui est un programme lancé par l'État, duquel la Banque des Territoires est partenaire, qui accompagne 222 villes moyennes. Sur ces 222 villes, on a fait le choix, nous, Banque des Territoires, résolument, de sanctuariser 50 millions d'euros d'aide aux collectivités sur les sujets d'innovation, sur les sujets de numérique, pour les accompagner à s'adapter, à anticiper les transformations et à construire la ville de demain. En revanche, nous, dans cet accompagnement, on considère qu'il n'y a pas de modèle unique de ville. Il n'y a pas un modèle intégré de ville intelligente. C'est vraiment, chaque ville développe ses projets en fonction de sa stratégie. Ça peut aller à petits pas, solutions intégrées ou pas. Notre objectif, c'est vraiment de coller aux besoins des territoires. Donc, on cofinance des études, en fait. On les cofinance. Et là, ce qui ressort beaucoup dans les demandes donc, des collectivités pour préparer, voilà, c'est les thématiques de mobilité notamment, typiquement le problème de mobilité de stationnement intelligent. Les problématiques qui sortent aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la faisabilité, les études de faisabilité de tiers-lieux, puisqu'on parle des évolutions, les évolutions du travail. Donc de nombreuses collectivités locales ont besoin d'incarner ça par des tiers-lieux, espaces de coworking, Fab Lab. On a un gros sujet d'innovation au service de la dynamisation commerciale des villes. Et puis... c'est juste indirigeable, n'ayez pas peur. Voilà. C'est marrant. Et l'idée aussi, c'est d'accompagner les collectivités par des missions très courtes pour aller voir ce qui se passe sur le territoire et quelle peut être la feuille de route.
Et enfin, juste un mot sur l'expérimentation, qui est un sujet important pour nous. C'est la première fois qu'on accompagne les collectivités locales dans des expérimentations. Et l'idée, c'est un peu, on cadre, mais on fait feu de tout bois, on agit, on essaye de développer de nouvelles actions, on pivote, on a le droit à l'échec. Alors je vous cache pas que parfois, on finance des choses qu'on n'aurait pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément envie de financer, mais on se dit on y va et on va accompagner la collectivité à cadrer le sujet pour que ça puisse servir. L'idée vraiment pour nous, c'est d'y aller et qu'il n'y a pas un moyen et qu'on essaye et qu'on tâtonne. Parce que sur ces sujets-là, quand même, on avance un peu en marchant. Et on apprend souvent de ses échecs plus que de ses succès. Joël de René, vous vouliez commenter ? J'adhère complètement à ce qui vient d'être dit sur le tâtonnement, sur l'expérimentation, mais j'ajouterai 2 mots qui me paraissent importants. C'est des objectifs clairs et une évaluation collective. Si on n'a pas la possibilité de partager les résultats de l'évaluation, on ne sait vraiment pas où on est. Donc objectifs clairs, évaluation collective, partage. C'est la clé du succès de ce que vous dites, me semble-t-il. Et tout à fait. Du coup, nous, dès qu'on accompagne une expérimentation, on met vraiment le doigt là-dessus, sur les objectifs et l'évaluation. Mais après, nous-mêmes, on a fait des expérimentations. Nous-mêmes, en fait, on est rentré sur ce sujet de ville intelligente en expérimentant. Et au final, en fait, on dit toujours, on va faire de l'évaluation. Et puis, quand arrive le moment, finalement, c'est toujours compliqué et il ne faut pas qu'on lâche là-dessus. C'est toujours compliqué de dire un go ou un no-go, finalement. Il y a toujours, c'est pas toujours un grand succès ou un grand échec. Parfois, c'est un petit peu entre les deux et il faut savoir si on accompagne encore ou pas. Voilà. Mais c'est le propre de toute start-up qui démarre. Alors, c'est une bonne transition pour me tourner vers Muriel Touati, donc vous qui êtes en relation avec l'écosystème technologique israélien. Quelle est la place que prend la ville du futur dans les sujets de recherche, de développement et de business de toutes ces, à la fois des sociétés et des entreprises aussi qui font partie du Technion? On sait qu'il y a des très brillantes sociétés qui viennent de là. Waze est une société qui a été rachetée par Google en Israël, etc. Quelle est la place de la ville là-dedans? Elle est majeure, elle est absolument majeure parce qu'Israël, par définition, doit anticiper les problématiques du futur et les vivre déjà hier. Donc ça, c'est déjà un premier point parce que je dis toujours que pour comprendre un écosystème, il faut aussi comprendre son contexte historique, mais aussi culturel. Et je dois dire aussi, et là je suis ravie de voir des jeunes, parce que je pense que c'est vous vous serez les garants de demain, et c'est bien d'écouter, d'apprendre et de vous imprégner, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ou ce matin plutôt, c'est sur des cerveaux malléables encore que la formation et l'éducation et la transmission du savoir se passera. Oui, alors pour revenir à l'écosystème israélien, replaçons-nous, je ne sais pas au combien vous êtes acculturés à cet écosystème, mais c'est un petit pays. Donc on ne raisonne même pas en ville, on raisonne en territoire, on raisonne en territoire de liberté, on raisonne en territoire de bienveillance et de confiance pour pouvoir créer. Ce pays a vu le jour il y a plus de 70 ans et encore 72 ans dans un contexte extrêmement sensible, on le sait, on ne rentrera pas là-dedans, sur du sable. Il a fallu tout construire. Et le Technion que moi je dirige en France, c'est en effet l'école d'ingénieurs de référence qui, par la mission d'un visionnaire qui s'appelait Albert Einstein, était de se dire, eh bien, voilà, il faut que je bâtisse un territoire intelligent, il faut que cette école d'ingénieurs en soit le garant de son infrastructure, de sa sécurité, de sa santé, de son génie civil, de ces problématiques qu'on abordera peut-être tout à l'heure dans le domaine de l'eau et des énergies. Et le Technion est né comme cela. Dans un périmètre, moi j'appelle toujours le Technion un territoire ou une ville bienveillante, parce que je préfère dire de loin bienveillante à intelligente. Intelligente veut tout dire et ne veut rien dire. On met tout là-dedans. Intelligence, c'est aussi, comme on le disait avec Joël de René, ne serait-ce pas être aussi hyper humain ou plus humain? Ne serait-il pas non plus de recentrer l'humain au cœur du sujet pour que celui-ci devienne l'acteur participatif de son devenir dans la création de valeur? Vous parliez de start-up, en effet. Quand je dis que l'écosystème israélien anticipe les enjeux et les défis de demain, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas un miracle, on ne fait pas une meilleure recherche en Israël, c'est qu'on a une urgence à créer de l'innovation parce que c'est l'or noir, parce que c'est la seule chose qu'il y a, c'est le pétrole, il n'y a pas de ressources naturelles dans ce pays. En revanche, il n'y a que du brain, il y a des cerveaux. Et c'est sur ces cerveaux, donc de l'humain, qu'ils ont décidé de tout capitaliser et donc de forger la tech israélienne qui est aujourd'hui garante, et vous le disiez Ariel, citons Waze, Mobileye, citons le robot Spinassist, le médicament Azilec, la capsule d'endoscopie de Given Imaging, autant
d'exit, c'est vrai, autant d'IPO, c'est vrai majoritairement coté sur les marchés américains, notamment le Nasdaq, mais je dis toujours que quand il y a des exits, parce qu'on appelle ce pays une start-up nation, donc elle façonne des start-up qui répondent aux besoins de l'économie réelle et du marché, qui émanent d'un écosystème profondément interconnecté, horizontal, sans hiérarchie, où étudiants discutent avec chercheurs, discutent avec capitaines d'industrie pour façonner l'innovation de demain. Donc la temporalité est différente, le rapport à l'autre est différent, et je dis toujours que pour créer, il faut être libre. Et il faut être libre, et vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a deux notions qui sont majeures, c'est la liberté, c'est la sécurité, et moi j'ajoute, c'est la confiance. Parce que dès lors que vous êtes dans un territoire de confiance, où vous êtes sécurisé, en bonne santé, où vous pouvez agir et créer et faire, eh bien vous développez. Et vous développez pour qui ? Pour les citoyens, qui sont quand même au cœur du débat, et pour une société que moi j'appelle réparée, qui va vers le haut, certes avec les nouvelles technologies, certes, mais tout l'art sera d'harmoniser l'intelligence hyperhumaine, comme Joël aime le dire, avec l'intelligence technologique rationnelle, voire artificielle, comme on l'appelle de par son concept galvaudé. Et c'est là où l'individu, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire vous les jeunes, devront être suffisamment en conscience, parce que la notion de pleine conscience est aussi très importante, pour pouvoir être les acteurs participatifs de votre existence et ne pas vous laisser aspirer, comme disait mon ami Pascal Pic, le paléoanthropologue, par les nouvelles technologies. Et il donne toujours une très belle analogie, permettez-moi Ariel de la citer, Pascal Pic, que Joël connaît, c'est la planète des singes. Je ne sais pas qui a lu le texte de Pierre Boulle en 1962 ou qui a vu le film La planète des singes, avec Charlton Heston, et il dit, quand vous regardez ce film, est-ce que les singes ont fait un coup d'État ? Non. Est-ce qu'ils ont fait la guerre ? Non. Que s'est-il passé dans le scénario finalement, ou dans la vie tout court ? L'homme avait renoncé. L'homme s'était laissé aspirer par une paresse intellectuelle et physique. Et ce que nous alerte Pascal Pic, et ce que je dis moi toujours, et je prends le modèle israélien pour cela, ne renoncez jamais à ce que vous êtes, prenez les risques, transformez l'essai en réussite, allez jusqu'au bout de vous-même pour ne pas vous laisser aspirer, soyez en éveil, ce que j'appelle moi de la pleine conscience, que ce soit pour les villes dites intelligentes du futur, avec toutes les technologies qu'on voudra, mais surtout, ne nous oublions pas et ne nous laissons pas aspirer. Ça, c'est aussi le modèle, c'est la planète des singes, mais c'est aussi l'écosystème israélien. Joël de René, la question de l'énergie est un impératif majeur. On parlait tout à l'heure de démographie, on parlait de climat. Réduire la consommation énergétique est une façon d'assurer la transition énergétique, donc qui est une question absolument fondamentale. La ville du futur, qui comptera plus d'habitants qu'aujourd'hui, elle sera plus dense, plus grande. Pourra-t-elle être plus sobre énergétiquement? Et si oui, comment? La notion de frugalité, elle est importante, elle perce de plus en plus. Pas seulement l'économie, mais la frugalité, c'est la responsabilisation, comme dans l'alimentation, d'être plus proche de la diététique que de l'empiffrage, la malbouffe. Donc la même chose va se trouver en énergie. Je pense que le secret de la transition énergétique, c'est la mixité des énergies renouvelables entre elles et leur distribution grâce à une grille intelligente qui s'adapte à l'offre et à la demande, un smart grid, dans lequel le numérique a un rôle très important à jouer. Et avec la blockchain plus la smart grid, des gens commencent déjà à se vendre de l'énergie renouvelable entre eux dans des villes comme Brooklyn. Donc ça existe, c'est un embryon, mais ça va se développer à l'échelle internationale. C'est ce que j'appelle Enernet par rapport à Internet, c'est-à-dire un réseau de distribution d'énergie entre les gens utilisant la blockchain et les smart grids interconnectés. Et Enernet, c'est les smart grids interconnectés entre elles. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais ajouter des mots dans vos questions sur la ville du futur. C'est le mot de coéducation, de santé et d'incivilité. La ville intelligente peut être un outil extraordinaire de coéducation. Aujourd'hui, la forme de l'éducation, elle est pyramidale. L'éducation nationale, c'est le fait qu'il y a des programmes, il y a des professeurs qui appliquent les programmes, ils sont surveillés, il y a une surveillance des enseignants. Mais la coéducation, c'est la clé du futur, parce que c'est vraiment le rôle d'Internet de demain. Dans 20-30 ans, avec la traduction automatique notamment, Internet peut devenir le catalyseur de la coéducation à tous les niveaux, dans les familles, dans les entreprises, dans la société, dans les associations. Donc coéducation, la ville du futur, la ville numérique peut être un outil formidable de coéducation. Deuxièmement, la santé, par les réseaux sociaux et le partage. Les gens peuvent, ce qu'on appelle maintenant le patient augmenté,
que les médecins reconnaissent, ce sont des patients qui vont sur Internet s'informer, discutent entre eux et ont des idées sur les médicaments qu'on leur propose en disant « mais si je préfère pas prendre ça, je préfère prendre ça ». Donc le patient augmenté va jouer un rôle dans la e-santé et la prévention. D'ailleurs, allant vers l'épigénétique, qui est le contrôle de nos gènes par notre comportement. Et puis l'incivilité dans les grandes villes avec la violence et la pollution, c'est un des grands sujets des villes du futur. Or, est-ce que les démocraties vont aller jusqu'à ce que fait la Chine aujourd'hui ? La Chine aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, reconnaît les visages. Pas seulement comme une caméra vidéo qui regarde ce que les gens font, mais qui regarde ce que les gens sont, puisqu'on les connaît. On sait que c'est monsieur Untel, il peut perdre dans sa note sociale et aura moins le droit de prendre des emprunts à la banque s'il a fait des infidélités. Ben moi, je vous fais une prédiction, malheureusement, elle n'est pas très positive, c'est que les démocraties ne vont pas pouvoir résister à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour combattre les incivilités. Copier le modèle chinois, je crois pour des tas de raisons éthiques, philosophiques, les Français ne sont pas prêts, mais on va le faire en partie quand même. Reconnaître les visages pour lutter contre l'incivilité, c'est une tendance à laquelle on ne saura pas résister. Enfin, il y a déjà pas mal de villes qui ont beaucoup de caméras. Et, oui, mais c'est des caméras qui regardent ce que les gens font, oui, pas ce qu'ils sont. Bah, ils commencent à intégrer le logiciel de reconnaissance faciale aussi, mais le problème c'est que oui, ça va les gens en face le savent, ils mettent des cagoules, ils mettent des masques. Donc regardez ce qui se passe à Hong Kong, ils mettent tous ils utilisent des parapluies ou de masques pour ne pas être identifiés. Quelqu'un qui met une cagoule, on pourra l'arrêter automatiquement dans la rue s'il a une cagoule. La loi va se durcir à ce sujet, évidemment. Tout à fait. Alors, là, on parlait d'énergie tout à l'heure, la gestion de l'eau aussi, donc en partant de l'accès à la ressource pour aller jusqu'au traitement des eaux usées, est un sujet qui deviendra de plus en plus prégnant avec la démographie galopante des villes. Quelle peut être la contribution de l'écosystème Technion à cette problématique ? Israël est un pays pas très pourvu en eau potable. Alors vous avez raison, de toute façon l'eau, la problématique de l'eau elle est globale, hein. Il n'y a pas qu'en Israël, mais c'est vrai que comme c'est effectivement un petit pays aussi dans un contexte compliqué avec le traitement d'abord et le partage au Moyen-Orient sur le plan géopolitique, mais ça c'est encore un autre sujet. Alors il faut savoir qu'au Technion, qui a un grand campus de 150 hectares, 18 facultés, il y a 40 instituts interdisciplinaires, donc ils travaillent beaucoup sur la notion d'interdisciplinarité et de transversalité, et notamment un des plus grands centres de recherche sur l'eau, au Technion, qui travaille sur toutes les technicités de membranes de filtration, de techniques d'osmose inverse, de traitement des eaux usées. Alors je vous ai concocté, donc je remets mes lunettes parce que je voulais noter des choses assez intéressantes qu'ont développé des chercheurs du Technion, et notamment des chercheurs du Technion avec des pays d'Afrique. Il se trouve que j'avais monté il y a quelques années de cela une chaire qui s'appelle UniTwin avec l'UNESCO pour aller faire en sorte que des chercheurs du Technion aillent former les populations en Afrique et au Népal sur les thématiques de l'eau, mais aussi de la flore et de la forestation. Et dans le cadre de cette chaire UNESCO, les lauréats du prix en question ont développé une technologie assez intéressante qui est un système à bas coût alimenté par l'énergie renouvelable pour tirer de l'eau à partir de l'humidité dans l'air. Et c'est-à-dire que la technologie, pour le coup, celle-ci est différente de celle utilisée par d'autres techniques qui génèrent de l'eau à partir de l'air en ce qu'elle convertit de la chaleur en énergie mécanique dans la forme d'une vague acoustique, mais cette onde, elle agit en fait comme un piston virtuel qui est capable de réaliser une action de refroidissement. Et cette techno, en fait, ne nécessite pas d'électricité du tout, mais utilise simplement la chaleur locale. Donc ça, c'est quand même une technologie qui me semble assez disruptive dans le domaine de l'eau. On sait aussi que plus de 90% des eaux usées par les ménages sont retraitées et utilisées pour l'industrie et l'agriculture, que plus de 75% de l'eau potable domestique est issue du dessalement, de l'eau de mer. Et des chercheuses, pour le coup, même pas des chercheurs, mais des chercheuses au Technion, s'attaquent au problème de la présence de nitrates dans l'eau, qui est quand même aussi un gros problème, à l'origine de la fermeture chaque année de nombreux puits qui alimentent Israël en entraînant la perte de dizaines de millions de mètres cubes d'eau potable. Et cela ouvre en effet la voie à la réhabilitation des eaux polluées à grande échelle. Et puis une autre technique que je trouve assez intéressante aussi, c'est un procédé optique qui utilise la lumière ultraviolette afin de retirer certains micropolluants de l'eau, et parmi eux, notamment le triclosan, qui est un antibactérien que l'on retrouve dans les savons et les dentifrices notamment. Et c'est avec ces procédés actuels de traitement des eaux usées que le triclosan est retiré
à l'aide de produits chimiques qui sont coûteux et dangereux. Et la lumière ultraviolette, elle transporte énormément d'énergie, peut désagréger ces polluants, ce qui est une jolie technologie aussi, je trouve. En tout cas, ce grand centre de recherche sur l'eau fait pas mal de choses et travaille beaucoup avec l'écosystème français. On travaille notamment avec Veolia, avec la Suez, qui ont envie de puiser finalement des innovations de fracture en Israël. Un sujet à creuser, si j'ose dire. Plus que ça, même. Joël de René, je voudrais qu'on revienne un petit peu, on parlait de la sécurité, le problème de l'incivilité, la manière d'utiliser un petit peu l'intelligence, les caméras et l'intelligence artificielle derrière. L'intelligence artificielle commence à se déployer partout, dans l'industrie, dans la médecine, mais aussi dans la finance et le marketing. En quoi pensez-vous qu'elle puisse être utile aux villes, en plus de cet usage de sécurité qu'on a évoqué tout à l'heure? La grande force de l'intelligence auxiliaire, ce sont les corrélations, c'est-à-dire la possibilité dans un immense big data insurmontable pour l'esprit humain de faire des corrélations entre ça, ça et d'ajouter ce qu'on appelle le what if. Qu'est-ce qu'on doit faire si ça et ça sont ensemble? Et donc ça va apporter énorme à la gestion des villes et ça va donner beaucoup de motivation à la co-gestion des villes, c'est-à-dire le fait que les citoyens, aidés par les maires et les mairies, pourront participer à la cogestion de leur ville en étant capables d'appréhender le big data d'une manière pertinente. Donc ça, c'est un souci fondamental et je crois que ça va se faire de plus en plus. Je crois qu'on pourrait appliquer à la ville ce qu'on applique maintenant à la médecine moderne. Vous avez entendu sûrement parler de la médecine 4P, c'est-à-dire personnalisée, participative, proactive et préventive. Eh bien, le 4P pourrait s'appliquer à la ville de ce futur, à la Smart City. Une ville participative, où les gens participent à la cogestion grâce au numérique et à l'intelligence artificielle. Une ville proactive qui connaît ses citoyens et qui, en fonction de votre situation personnelle et sociale, propose des choses et va à l'avant plutôt que d'attendre que vous le demandiez. Une ville qui soit également préventive, alors vous avez vu ce fameux film qui faisait de la police préventive, Minority Report. Oui, tout à fait. Alors, sans aller jusque-là, on peut faire une prévention du pré-crime en connaissant mieux les zones à risque, les zones dangereuses, et en suivant le profil de certaines personnalités, justement grâce à l'intelligence artificielle qui permettra, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, aux services de sécurité de suivre les profils de certaines personnes dans le temps. Donc les 4 P de la médecine pourraient très bien s'appliquer à la ville du futur, proactive, participative, personnalisée et préventive. Donc il faut jouer à ça. Et penser surtout non seulement aux objectifs, mais à l'évaluation de la réalisation vis-à-vis de ces objectifs. Comme toujours, la politique moderne, ce n'est pas seulement de dire ce qu'il faudrait faire, c'est d'aider les gens à évaluer qu'ils sont sur la bonne voie. Alors, il y a aujourd'hui, on regarde ça de près, il y a peu d'applications concrètes de l'intelligence artificielle pour les territoires. On avait, avec le Centre des études ministère de l'Intérieur, on avait organisé une journée sur ce thème à Rambouillet le 9 septembre, donc c'est tout récent. Et en fait, il y a très peu de choses. Il y a des exemples comme la ville de Milton Keynes en Angleterre qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer ses feux de signalisation. Donc, la circulation est gérée automatiquement. Donc, ça, c'est un usage. Est-ce que vous en voyez d'autres qui émergent très clairement, très concrètement, qui pourraient donner un coup d'accélérateur aux villes et faciliter un petit peu la gestion pour les gens qui s'en occupent? Alors, dans la ville, on a beaucoup mentionné la voiture autonome. Elle est fondée en partie sur l'intelligence artificielle. Parce que l'importance des signaux que reçoit la voiture, ce n'est pas les mêmes signaux que nous. Ralentissez à 30 km/h, tournez à gauche, interdiction de tourner à droite. Ce sont des signaux faits pour les yeux humains et le cerveau humain. Donc il faut transposer ces signaux en information pour l'intelligence artificielle. Par ailleurs, il y a des tests qui sont faits par Toyota notamment. C'est qu'en plus de la voiture autonome programmée pour aller quelque part, l'humain peut intervenir et interrompre le programme. Il peut dire non, stop, tournez à droite, allez chez ma mère, c'est son anniversaire, je veux lui offrir un cadeau. Et la voiture se détourne de son programme et c'est l'intelligence humaine qui prend le pas sur l'intelligence artificielle. Donc je suis tout à fait en faveur d'une hybridation dans le futur entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. C'est pourquoi l'intelligence auxiliaire que je promeus permet justement d'aller plus loin dans ce sens. J'allais justement vous demander de définir le terme, parce qu'effectivement, quand j'ai dit intelligence artificielle, vous avez dit intelligence auxiliaire. Donc voilà la définition et les données. Et dans cette prévision donc, de la voiture autonome donc assistée par cette intelligence, est-ce que la route doit-elle aussi être intelligente pour que ça se parle ?
Absolument. Il n'y a pas de voiture intelligente sans une route intelligente. Ça va ensemble. Et donc la ville intelligente, les rues intelligentes et les routes intelligentes sont essentielles pour l'essor de la voiture intelligente. Sinon, elle est privée de ses sens. Elle doit comprendre le monde dans lequel elle est, qui n'est pas le même monde que les yeux humains et le cerveau humain. Donc il faut adapter la route, la rue, les bâtiments, les systèmes de signalisation et la reconnaissance des gens, des humains, des animaux, à ce que la voiture comprend, entre guillemets. On n'est pas encore là. On a des voitures qui se conduisent tout seules grâce à un radar et grâce à une reconnaissance des bâtiments et de la route, mais on est encore assez loin de l'interprétation émotionnelle de « je fais ça plutôt que ça ». J'écrase ce chat ou ce chien pour éviter ce cycliste. Ou bien je fais en sorte que cette personne ait la moins de priorité que la voiture avec des enfants. Donc ça, on est encore assez loin de rajouter l'émotion dans l'intelligence d'une voiture autonome. Mais l'intelligence auxiliaire va nous y aider. C'est un débat à part entière, on ne va pas rentrer parce que l'éthique de décision de la voiture autonome, c'est un sujet qui peut durer des heures. Mais on aura l'occasion d'en parler peut-être dans un autre contexte. Je me tourne vers Delphine Vucen maintenant. On voit que vous êtes après les réseaux, la ville connectée. Aujourd'hui, tous les géants du numérique, américains notamment, s'intéressent à la ville du futur. Google a même le projet de réaliser à Toronto, au Canada, sa propre Smart City 100% Google. Faut-il donner les clés de la ville du futur à des acteurs de ce type? Je dis Google pour prendre un exemple, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Est-ce qu'il faut donner les clés à un seul acteur qui gérerait tout? Ce qui est important, je pense, pour les villes aujourd'hui, c'est se réapproprier d'abord l'enjeu de la donnée. C'est-à-dire, puisque c'est de ça dont on parle. Hein. Et c'est aujourd'hui important que les territoires, finalement, réussissent à être dépositaires des données territoriales, des données qui les concernent, justement pour mieux comprendre, pour diagnostiquer et pour aller plus loin. Ça répond à beaucoup d'enjeux. Ça va répondre à un enjeu de transparence de l'action politique. Ça va répondre à un enjeu de diagnostic du territoire. C'est vraiment un sujet, la donnée que les territoires doivent se réapproprier. Et par rapport à ça, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire avoir des plateformes qui permettent à la fois l'agrégation, le partage, la collecte, l'échange de ces données, et puis aussi un certain nombre de compétences qui ne sont pas forcément accessibles à l'ensemble des villes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faciliter aussi cet accès aux compétences pour que une ville qui n'a pas nécessairement toute la compétence pour se battre à armes égales sur le numérique, eh bien s'entoure. On parlait beaucoup de data, donc de data scientists, de data analystes, de gens capables de regarder la réglementation, le volet sociologique aussi de la donnée des services numériques de demain. Et donc, il faut aider aujourd'hui et accompagner les territoires dans cette notion de réappropriation de la donnée et des outils numériques. Il ne faut pas être dans un jeu d'opposition, mais plus à armes égales, finalement, réussir tous ensemble à construire la ville de demain et avec tous les acteurs du domaine du numérique. Jeanne Carrez-Deboc, vous souscrivez à cette vision ? Oui, complètement. Complètement. En fait, on voit aujourd'hui, donc, vous le disiez, hein, vraiment les entreprises du numérique jouent un nouveau rôle dans la fabrique territoriale et ce qui bouleverse un peu le rôle de la collectivité locale. À la fois, il y a des opportunités. Typiquement, il y a un certain nombre de territoires ruraux qui voient d'un bon œil que les locations Airbnb qui leur permet d'attirer des touristes sur leur territoire. Ou bien, on a Uber dans les villes touristiques. On peut être content que Uber soit un complément du transport public. Mais en revanche, on voit bien qu'il y a des externalités négatives qui sont non maîtrisées. On voit bien que nous, citoyens, on est très contents d'avoir Waze, mais la collectivité, quand on passe devant l'école, moins. Et on voit aussi que la collecte de données pour la collectivité, elle est compliquée. Nous, on a eu des demandes d'une collectivité qui nous a demandé de l'aider à aller compter les logements qui étaient sur Airbnb. Donc on est un peu démunis face à ça. Et du coup, la collectivité locale aujourd'hui, elle doit un peu renouveler son rôle pour éviter
que ces entreprises prennent les rênes de la ville, parce que de toute façon, on l'a vu là dans toute la table ronde, hein, il y a quand même un rôle très fort des collectivités locales, des élus qu'on souhaite préserver. On voit que les collectivités travaillent là-dessus et elles avancent aussi à tâtons, et même les grandes collectivités. Il y a des chartes qui sont signées avec Waze, il y en a une qui est sortie aujourd'hui en région PACA, pour que Waze puisse indiquer à celui qui s'y rend que cet endroit touristique est trop plein, il faut en proposer d'autres. On voit à Lyon, avec les opérateurs de trottinettes, ils ont 5 opérateurs, je crois, de trottinettes électriques, ils essayent de récupérer toute la donnée en échange du droit d'occuper le terrain, pour aller pouvoir piloter et agréger toutes ces données. Mais on avance en marchant. Et du coup, nous, juste le message, c'est vraiment que les collectivités, dans un peu ce nouveau rôle, elles doivent vraiment acquérir les ressources, conserver les ressources, et tu en parlais Delphine, hein, ces ressources, aussi ces compétences, pour continuer à pouvoir organiser les services urbains. Et d'où l'importance de la donnée et de la relation aux usagers et aux citoyens. René, oui. D'accord avec ça, mais dans la gestion des collectivités locales, territoriales, il y a 2 éléments qui ne sont pas du tout résolus aujourd'hui. Peut-être que l'intelligence auxiliaire nous y aidera. Le premier, c'est la définition et la décision collective pour des objectifs communs. On ne sait pas le faire. On tâtonne. C'est la base de la politique locale et même de la politique générale. Le deuxième problème qu'on ne sait pas résoudre, c'est l'évaluation collective des résultats obtenus sur ces objectifs communs. On ne sait pas le faire non plus. Les sondages d'opinion, les référendums, les votes locaux, c'est une chose, mais c'est tout à fait insignifiant par rapport à la réalité de ce que les gens attendent de la réalisation ou non d'objectifs définis en commun. Donc là, il y a 2 grosses lacunes. C'est la définition commune des objectifs communs, on ne sait pas le faire, et l'évaluation commune des résultats de ces objectifs. Bien. Alors peut-être une dernière question, parce que le temps tourne et on va pouvoir prendre quelques questions du public comme ça. Joël René, derrière la question que je posais à Delphine Woussen et Jeanne Carès de Bock sur faut-il donner les clés de la ville à un seul acteur, il y a une question de données, bien sûr, il y a aussi une question de modèle économique. Je vous ai entendu sur plusieurs secteurs, que ce soit l'immobilier ou la santé, le médicament. Je vous ai entendu parler de transformation de modèle économique qui passe d'un modèle de la marge à un modèle de la rente. Est-ce que vous voyez ce modèle arriver dans la ville? Est-ce que c'est souhaitable comme mode de fonctionnement? Alors ce modèle, il est déjà arrivé avec Netflix, avec Spotify, qui sont sur le net, des systèmes qui ne fonctionnent que par le loyer, c'est-à-dire par l'abonnement. Et ça marche très très bien. Eh bien, je vous fais une prédiction. Je pense que de plus en plus, les systèmes qui gagneront de l'argent sur Internet seront des systèmes fondés sur des loyers. Et déjà, même Google vous propose des maisons à un prix beaucoup plus bas que le prix qui devrait faire la construction coûte 100 au lieu de la vendre 400, il la vend 300, mais avec tout le Google Home à l'intérieur, c'est-à-dire tous les outils interactifs pour gérer l'éducation des enfants, s'occuper des personnes âgées, et c'est un loyer que vous payez pendant toute la durée de la maison. Donc je pense que les systèmes de location vont prendre de plus en plus de place dans le numérique, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe des gens. C'est pourquoi je dis même à l'industrie pharmaceutique que leur métier du futur, c'est pas d'être une société de produits qui fabrique des produits pharmaceutiques et les vend en pharmacie, c'est d'être une société de services qui, par la suite d'un abonnement, vous aide à ne pas tomber malade. Est-ce qu'on ne fait pas des citoyens des captifs dans ce cas d'un modèle dans lequel... Oui, ils deviennent captifs, mais c'est leur responsabilité, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix quand vous prenez une politique d'assurance pour votre maison, c'est vous qui choisissez en vous disant il peut y arriver un incendie, une inondation, je prends le choix de payer X euros par an. Donc c'est vous qui décidez. Et vous allez faire la même chose pour la santé, la même chose pour l'éducation. Tout ce que vous recevez de l'extérieur, au lieu d'être des sociétés de produits d'éducation ou de produits de santé ou de produits alimentaires, ça va passer par l'abonnement. Bien, merci pour ces précisions. On va bien parler, la ville, c'est parler de l'homme. On disait tout à l'heure, la ville est générée par l'homme et l'homme génère sa ville. Donc c'est un petit peu ça, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Il nous reste quelques toutes petites minutes. Alors je ne sais pas si on aura réussi à vous donner des informations utiles ou une vision sur ce que pourrait être la ville du futur. On espère avoir pu le faire. Est-ce que vous avez quelques questions pour nos speakers? Si vous en avez, je viendrai avec mon micro. Alors voilà. Si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Lara Payette, je travaille au journal du Centre.
Je voulais avoir un peu plus de précision sur cette intelligence auxiliaire. Comment faire pour justement concilier l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Comment on fait pour regrouper les deux? Alors vous avez raison, aujourd'hui l'intelligence artificielle fait peur parce qu'elle se plaque sur l'intelligence naturelle, elle semble en compétition avec elle. Alors je l'ai dit souvent, il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Parce qu'elle est partout, d'où l'importance de la formation, de l'éducation, de la compréhension, du partage. Donc l'intelligence auxiliaire, elle ne se substitue pas à notre cerveau, elle l'augmente. Et on peut l'utiliser dès aujourd'hui. Des sociétés comme Watson ou Google Home vous mettent le pied à l'étrier et vous aident à utiliser en freemium l'intelligence artificielle et la transformer en intelligence auxiliaire pour augmenter vos propres capacités, que vous soyez médecin, avocat, notaire ou journaliste. Elle vous sert, si vous savez bien l'utiliser, à vous augmenter. Vous n'êtes pas remplacé. Il y a deux mots souvent qu'on utilise, c'est remplacer ou augmenter. Beaucoup de gens se voient remplacés. Moi, je leur dis, attention, vous pouvez aussi être augmenté. Ne voyez pas toujours le remplacement, mais l'augmentation d'une manière positive. Mettez-vous dès maintenant à l'utilisation de l'intelligence auxiliaire. Vous allez voir qu'elle peut vous augmenter dans vos métiers. Bien, peut-être une dernière question. Jérémy Estelle, la ville de Nevers. C'est pas une question, je voulais remercier Joël de René et l'ensemble des intervenants qui sont là parce que c'est une aventure collective qu'on a fait. Et je voulais partager en faisant revivre la mémoire de quelqu'un qui m'a influencé dans ma carrière et sur laquelle j'ai retrouvé Joël, qui s'appelle, qui avait travaillé, qui s'appelle Monsieur Robin, qui avait travaillé, Jacques Robin, qui avait travaillé sur une dernière question qui était l'urgence de la métamorphose, sur laquelle on s'était retrouvé avec Edgar Morin, René Passé et toutes ces personnes qui avaient réussi à la transformation sociale. Car aujourd'hui, pour penser le futur, il faut des passeurs. Et Joël, merci d'être là et merci d'être un passeur pour nous dans la lignée de Jacques Robin où on s'est rencontrés. Merci, je crois que c'est une bonne conclusion. Merci Jérémy. Il me reste à vous remercier, mesdames, et Joël René également. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci.